En 2025, des dizaines d'affaires non résolues ont enfin été mises en lumière et élucidées grâce aux avancées de la médecine légale et aux tests de généalogie génétique. Alors que nous ne sommes que quelques mois après le début de 2026, il semble probable que cette année se déroulera tout aussi bien. Voire même mieux pour les victimes de crimes non résolus et leurs familles qui attendent des réponses depuis longtemps. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 4 affaires non résolues, que tout le monde avait abandonnées et qui viennent tout juste d'être résolues. Cynthia Gonzalez, âgée de 25 ans, travaillait comme stripteaseuse au moment de sa mort. Elle a été vue pour la dernière fois le 17 septembre 1991 lorsqu'elle a quitté son domicile à Arlington, au Texas, pour rencontrer un client dans le cadre d'un événement privé. Elle avait accepté de travailler, mais Cynthia n'est jamais rentrée cette nuit-là. Elle a ensuite été signalée disparue par son ex-mari, et bien que sa voiture ait été retrouvée quelques heures plus tard, il n'y avait aucune trace de la jeune femme de 25 ans. 5 jours se sont écoulés avant qu'un corps nu ne soit retrouvé sur une propriété rurale au sud de la ville. La victime a été identifiée comme Cynthia, et il a été découvert qu'elle avait subi de multiples blessures par balle. Pendant des décennies, l'affaire de Cynthia est restée non résolue. Malgré quelques pistes initiales, beaucoup se sont révélés être des impasses, faisant stagner l'affaire. De plus, les enquêteurs de l'époque ont eu du mal à cause du manque de preuves. La chaleur du Texas, combinée aux orages qui ont suivi son meurtre, avait provoqué une forte décomposition du corps. Il était donc difficile de savoir si une agression sexuelle était liée à l'affaire et impossible de recueillir d'éventuelles preuves laissées par le meurtrier. Cependant, en septembre 2024, tout a changé. Une professeure de criminologie à l'Université du Texas, Patricia Eddings, a suggéré qu'un petit nombre de ses étudiants aident la police avec leur dossier. Elle a eu cette idée après un homicide. Le détective a expliqué à ses étudiants que les affaires non résolues étaient très difficiles à traiter, car la police d'Arlington ne disposait d'aucune unité spécialisée dans les affaires non résolues. Il était difficile de leur consacrer du temps, car les enquêtes récentes étaient prioritaires. Patricia avait autrefois travaillé comme analyste médico-légal et avait ensuite soumis cette proposition à la police d'Arlington, à ses étudiants et à son département. C'était une situation gagnant-gagnant pour tous les participants. Les étudiants en criminologie ont rapidement reçu des boîtes de dossiers, des déclarations de témoins, des rapports de laboratoire et des photos de scènes de crime qu'ils ont examinées avec diligence. Afin de trouver une piste qui aurait pu échapper aux enquêteurs, les étudiants ont remarqué que le nom d'une femme revenait à plusieurs reprises dans les notes des enquêteurs d'origine. Ils ont demandé à la police si son ADN et ses empreintes avaient été prélevés ou si elle avait été interrogée, ce qui a poussé les détectives à réexaminer leurs informations sur cette femme. Ils ont découvert qu'elle avait effectivement été interrogée en 1991 puis de nouveau en 1993. Après que 2 hommes se sont séparément manifestés pour dire aux autorités qu'elle avait avoué le meurtre de Cynthia, la femme a été identifiée comme Janie Perkins. Les détectives ont compris qu'ils tenaient quelque chose d'important. En lisant les déclarations de ces 2 hommes, les autorités ont découvert que l'un d'eux sortait avec Perkins, mais avait rencontré Cynthia et était tombé amoureux d'elle. Il a rompu avec Perkins pour entamer une relation avec Cynthia, ce qui aurait mis Perkins dans une colère noire. Notamment, elle n'avait pas d'alibi pour la nuit du meurtre et elle a échoué à 2 tests au détecteur de mensonges distincts. Les autorités pensent qu'aucune arrestation n'a été effectuée en 1993 parce qu'il n'y avait aucune preuve médico-légale reliant Perkins à la scène. Les tests au détecteur de mensonges sont irrecevables au tribunal car jugés peu fiables. Finalement, le 6 novembre 2025, Janie Perkins, aujourd'hui âgée de 63 ans, a été arrêtée pour le meurtre de Cynthia. La fille de Cynthia, Jessica, qui avait 6 ans lorsque sa mère a été tuée, a déclaré « Je suis tellement reconnaissante pour ce programme, tellement fière de ces étudiants de l'UTA et tellement reconnaissant pour le temps qu'ils ont consacré et les efforts qu'ils ont déployés dans cette affaire. » Notamment, cette même promotion d'étudiants qui a découvert le lien de Perkins avec l'affaire travaille maintenant sur 2 autres affaires non résolues.
Bryant Keith Bates, âgé de 21 ans, a été vu pour la dernière fois le 15 novembre 1988 lorsqu'il a quitté son domicile à North East Lake, Birmingham, Alabama. Il était censé assister aux funérailles d'un ami ce matin-là, mais il n'est jamais revenu par la suite. Sa famille a signalé sa disparition à la police de Birmingham peu de temps après. Il a été rapporté qu'au début de l'enquête, des amis et des membres de la famille avaient exprimé leur crainte que Bryant ait pu être assassiné. Et au fil des jours, la police a commencé à soupçonner qu'ils avaient raison. Pourtant, il y avait très peu de pistes dans l'affaire et aucune preuve n'était disponible pour indiquer ce qui aurait pu arriver au jeune homme de 21 ans ce jour de novembre. 16 ans plus tard, en novembre 2004, un exterminateur travaillant dans une maison de location à Southeast Lake a découvert un squelette humain dans un bac à charbon situé dans un vide sanitaire sous la maison. Les restes ont ensuite été envoyés au bureau du médecin légiste du comté de Jefferson, où un pathologiste médico-légal et un anthropologue médico-légal les ont examinés. Ils ont conclu que le corps appartenait à un homme mesurant environ 1,78 m d'origine africaine et âgé entre 17 et 30 ans. Parmi les vêtements retrouvés figuraient un pantalon à carreaux, des chaussettes à losanges et une chemise blanche et bleue. Une chaîne en métal jaune et une montre de la marque Coca-Cola ont également été retrouvées. La cause du décès de la victime était évidente. Il était mort d'une blessure par balle à la tête. Pendant des années, rien d'autre ne s'est passé concernant les restes. En 2015, les détails du corps ont été saisis dans le système national des personnes disparues et non identifiées, mais le corps n'a toujours pas été identifié. 3 ans plus tard, un échantillon d'os a été soumis pour une analyse ADN au Centre d'identification humaine de l'Université du Texas. Le profil a été entré dans CODIS sans correspondance trouvée. Un deuxième échantillon d'os a été envoyé à Outram Incorporated, la société de généalogie génétique, qui l'a finalement testé en 2025, aidant les enquêteurs à réduire le nombre d'identités potentielles. Finalement, en février 2026, les enquêteurs ont annoncé que les restes appartenaient à Bryant Keith Bates, âgé de 21 ans. Ils avaient prélevé l'ADN des membres de sa famille proche pour confirmer la correspondance. Mais alors que, après 38 ans, Bryant a enfin été retrouvé, il reste encore des questions dans son affaire et les détectives enquêtent activement sur son meurtre. Toute personne ayant des informations sur sa mort peut contacter l'unité des homicides du service de police de Birmingham au 205 254 1764. Maricela Roche. Le 18 juillet 1980, le corps d'une jeune femme a été découvert sur le parking du lycée Westlake à Westlake, en Californie. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un mannequin et sa mort avait été d'une violence atroce. Elle avait été violée, poignardée environ 29 fois et étranglée. Les preuves montraient qu'elle s'était farouchement défendue contre son agresseur avec des blessures de défense qui marquaient la peau de ses mains et de ses bras. L'ADN de l'agresseur a été retrouvé sous ses ongles. Pour aggraver la tragédie, Jane Doe était enceinte au moment de sa mort. Les autorités ont conclu que la jeune femme avait été tuée quelques heures avant sa découverte et assassinée ailleurs avant que son corps ne soit laissé sur le parking. Les enquêteurs ont décrit la femme comme ayant les cheveux noirs avec les pointes blondes, les yeux marrons, les oreilles percées, une cicatrice d'épisiotomie indiquant qu'elle avait déjà accouché, des taches de naissance sur le visage, un grain de beauté sous l'index gauche et des cicatrices sur le genou gauche. Ils ont d'abord supposé qu'elle avait été enlevée dans les comtés de Los Angeles, Kern ou Ventura et qu'elle faisait possiblement de l'autostop. On ne sait pas pourquoi les autorités ont avancé ces hypothèses, mais elles étaient peut-être fondées sur des témoignages de témoins. Pendant des décennies, l'affaire est restée non résolue, et ce n'est qu'en 2012 qu'une avancée a finalement eu lieu. Lorsque l'affaire de la Jane Doe du comté de Ventura a été reliée à celle de la Jane Doe numéro 5 du comté de Kern, la seconde. Jane Doe avait été retrouvée morte dans un verger d'amandiers à Delano, en Californie, le 14 juillet 1980, quelques jours seulement avant le meurtre de la Jane Doe du comté de Ventura. Elle avait été tuée de manière similaire, ayant été violée et poignardée à plusieurs reprises. Jane Doe du comté de Kern, numéro 5, avait été reliée à Wilson Shust, 56 ans en 2008, grâce à l'ADN. Shust purgeait une peine de prison à perpétuité dans une prison d'État pour divers chefs d'enlèvement, de vol et de viol. Ces faits avaient eu lieu entre août et septembre 1980. Aucune accusation n'a été déposée, car le comté de Kern ne voulait pas poursuivre sans connaître le nom de la victime.
4 ans plus tard, les affaires des deux Jane Doe seraient reliées après l'analyse ADN de leur kit de prélèvement pour agression sexuelle. Bien que les deux femmes soient toujours non identifiées, les enquêteurs décident d'engager des poursuites contre Shust. Il a été transféré dans le comté de Ventura et inculpé de 3 chefs de meurtre. En mai 2018, il a été reconnu coupable du viol et du meurtre des deux Jane Doe. Notamment, il a également été jugé pour le meurtre de l'enfant à naître de la Jane Doe du comté de Ventura, mais il n'a pas été reconnu coupable. Néanmoins, Shust, qui était admissible à une libération conditionnelle en 2017, a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Shust a déclaré aux enquêteurs que la Jane Doe du comté de Ventura était une auto-stoppeuse qu'il avait prise en stop à Vézélia. Il a rencontré la Jane Doe du comté de Kern, numéro 5, dans un bar à Hanford. Cependant, il n'a pas été en mesure de fournir aux enquêteurs leur identité, Jane Doe Nizero du comté de Kern. La Jane Doe numéro 5 est restée anonyme jusqu'en 2021, date à laquelle elle a été identifiée comme Shirley Souse. Membre de la nation Cree Samson en Alberta, au Canada, elle avait eu une vie difficile et avait finalement choisi de quitter le Canada. Au total, il faudrait encore 5 ans pour que la Jane Doe du comté de Ventura soit identifiée. En février 2026, il a été annoncé qu'elle était une jeune femme de 22 ans nommée Maricela Rocher. Elle est née à Monterrey, au Mexique, en 1958. À un moment donné de sa vie, elle a immigré aux États-Unis avec sa famille, où elle a fini par travailler comme serveuse et s'inscrire à des cours de soins infirmiers au College of Sequoias à Vézaliya, en Californie. Sa famille la décrivait comme une personne indépendante, aimante et attentionnée. Lorsqu'elle a été assassinée, sa fille de 2 ans s'est retrouvée sans mère. Les enquêteurs ont déclaré que l'identification du corps de Maricela n'aurait pas été possible sans l'aide du projet ADN-DOE. Ajoutant « Nos pensées vont à la famille de Maricela alors qu'elle est enfin rendue à ses proches qui l'ont gardée dans leurs pensées pendant toutes ces années. » Le procureur du comté de Ventura, Eric Nazarenko, a souligné « C'est tardif, mais néanmoins nécessaire. » Cette famille a attendu plus de 45 ans pour savoir ce qui est arrivé à Maricela. Selon les rapports, sa sœur aînée n'a jamais quitté la maison familiale à Los Angeles, espérant qu'elle reviendrait un jour. Sarah Greer, âgée de 13 ans, a été vue vivante pour la dernière fois le 23 mai 1982 lorsqu'elle a quitté la maison de son amie à Cloverdale, en Californie, pour aller à pied au centre-ville. Le lendemain matin, un pompier rentrant chez lui après son service a découvert le corps de la jeune fille. Les enquêteurs ont ensuite conclu qu'elle avait été violée puis étranglée à mort avec son propre short. Elle avait probablement été traînée dans une ruelle jusqu'à un endroit isolé près d'un immeuble, puis derrière une clôture. L'enquête a été difficile au début en raison des techniques médico-légales et de la technologie limitée des années 80. Pendant plus de 20 ans, il n'y a pratiquement eu aucun progrès dans l'affaire, et le meurtre de Sarah a été mis de côté, prenant la poussière. Jusqu'en 2003, lorsqu'une avancée est enfin survenue. Un criminaliste du département de la justice de Californie a pu établir un profil ADN à partir de matériel biologique prélevé sur ses sous-vêtements. Cependant, l'ADN ne correspondait à personne dans la base de données de la police. Il faudrait encore attendre 18 ans avant que l'espoir ne renaisse, lorsque la police de Cloverdale a contacté un détective privé et sollicité l'aide du FBI. Les enquêteurs espéraient que ce dernier pourrait trouver une correspondance pour le profil ADN en utilisant des bases de données de généalogie génétique auxquelles ils avaient accès. Au cours des années suivantes, le FBI a réussi à réduire le nombre de suspects à 4 frères. Ils ont surveillé les frères et ont réussi à récupérer un mégot de cigarette que l'un d'eux avait jeté. Les analyses ont montré qu'il correspondait aux traces retrouvées sur les vêtements de Sarah. James Unique, âgé de 64 ans, a été arrêté à son domicile à Willows, en Californie, en juillet 2024. Il a été inculpé de meurtre, de viol, d'enlèvement et d'actes obscènes et lascifs sur une mineure de moins de 14 ans. Il a d'abord déclaré qu'il ne connaissait pas Sarah et qu'il ne se souvenait pas des événements du jour où elle est morte. Cependant, Unique allait plus tard changer sa version des faits. Au cours de son procès qui a duré 1 mois, les jurés ont entendu les amis de Sarah ainsi que l'accusé lui-même qui a témoigné pour sa propre défense. Il a déclaré que la fille de 13 ans lui avait proposé d'avoir des rapports sexuels et qu'ils avaient eu des rapports sexuels consentis près de la Russian River et a affirmé qu'elle avait été attaquée par une autre personne. Le jury n'a pas cru à la version des faits de Unique. Cependant, ils ont délibéré pendant 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité en février 2026. Il doit être condamné en avril de cette année.
Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois.